Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la télédétection. Pour commencer, je vais vous proposer une petite introduction à la télédétection. Donc il s'agit de deux courtes vidéos qui vous présentent un petit peu et qui vous donnent une idée de ce qu'est la télédétection pour ceux qui ne le savent pas encore. Je m'appelle Chantal Sauté. Je suis une spécialiste en télédétection et même plus précisément en interprétation d'images satellites. En deuxième année d'université, à un moment donné, le téléphone sonne et c'est un de mes professeurs qui m'appelle et qui me dit « Madame Sauté, on a ici des photos multispectrales. » Là, je dis « Des quoi? » Il me dit « Oui, il dit, ça, c'est ce qu'on appelle la télédétection. » Télédétection, ça veut dire détection à distance. Si on décortique le mot. Alors, en fait, l'ancêtre, ou enfin de la télédétection ou des images satellites, c'est de la photographie aérienne. Nous autres, notre rôle au ministère ici, ça a été beaucoup de collaborer avec les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec pour leur apprendre ou leur montrer comment utiliser des images satellites. Parce qu'une image satellite, ça a beau être plein d'informations, ça ne dit pas tout. C'est une information parmi d'autres, mais il faut savoir ce que ça comporte comme information, mais ce que ça comporte comme limite aussi. J'ai fait le tour du Québec, je dirais, presque au complet. J'ai fait des survols en hélicoptère. Ça m'a permis d'avoir une connaissance, en fait, de tous ces milieux-là. Et en plus, de toujours travailler avec des spécialistes de différents domaines. Donc, on avait besoin d'outils au Québec pour observer notre territoire sans avoir à se déplacer sur cette grande surface. C'est 1,7 million de kilomètres carrés. C'est très, très grand. Donc, les images satellites, ça a été extraordinaire pour comprendre le Québec et comprendre le Québec inhabité surtout. Nos yeux, à nous, voient les choses d'une certaine manière, mais le satellite, lui, il les voit avec encore plus de couleurs, on pourrait dire. Donc, ils peuvent aller chercher toutes sortes d'informations que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Ça permet aussi de voir l'état des cultures. Par exemple, est-ce qu'un champ est abandonné? Est-ce qu'il est en friche? Est-ce que les cultures sont en santé? Ou est-ce qu'il y a une maladie, par exemple, à l'intérieur d'une culture? Des choses comme ça. J'ai appris à apprécier le territoire dans toutes ses facettes, je pourrais dire, parce que sur une image satellite, il n'y a pas que des arbres, il n'y a pas que de l'agriculture, il n'y a pas que des tourbières, il n'y a pas que des routes. Il y a tout ça en même temps. Et pour bien analyser une image satellite, il faut avoir un petit peu de connaissance un peu dans tous ces domaines-là. Il y a toujours de la place en télédétection parce que ça évolue toujours. Il y a des nouveaux satellites, des nouvelles caractéristiques à ces satellites-là. Nous, les spécialistes en télédétection, on est des télédétectives. À partir des images satellites, on est capable de reconstituer un mystère. La télédétection, je ferai un petit parallèle à la télévision. La télévision permet de voir des images. La télédétection permet de détecter des choses, des images également, mais c'est dans un autre objectif. Elle utilise différents moyens pour suivre, pour caractériser une cible, mais à distance. Si on pense au satellite, le vecteur, c'est le satellite. Il porte un capteur qui est une sorte d'appareil photo assez spécialisé, qui peut prendre des images optiques ou des images radar et qui, à 800 km, peut prendre des images des champs, des cultures. On met sous le vocable télédétection aussi tout ce qui est acquis par des avions ou des drones. La distinction entre drone et satellite pourrait disparaître en partie, puisqu'on parle de drones dans la stratosphère, donc à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et en contrepartie, on parle de microsatellites qui peuvent éventuellement orbiter très bas. Mais on peut avoir aussi des capteurs à main qu'on porte, et c'est de la télédétection quand on va dans le champ et on mesure au niveau des feuilles, par exemple, la quantité d'azote qu'il y a dans les feuilles. Et la télédétection permet de faire des analyses sur le territoire de la région, dans son ensemble, au départ d'images qui sont acquises à un moment donné. Donc c'est une façon d'avoir une vue instantanée sur l'état d'une situation, d'une politique,
sans aller sur le terrain, de pouvoir savoir qu'un changement est survenu et que donc il faut mettre à jour l'information qui correspondait à cet objet sur lequel il y a eu un changement dans la cartographie. En fait, le GT-Coal, c'est un groupe commun au niveau de la Wallonie, au niveau des administrations publiques, qui permet de mettre en commun des images, des idées. Grâce au GT-Coal, on peut mutualiser les informations, l'achat d'images satellites, dans l'objectif pour nous, au Centre wallon de recherche agronomique, de suivre les cultures, d'estimer les rendements, de visualiser les anomalies qu'il y a dans les champs, dans les parcelles, et aussi de vérifier l'hétérogénéité au sein même d'une parcelle. Voilà, donc au travers ces 2 vidéos, je pense que maintenant vous pouvez vous faire une bonne idée de ce qu'est la télédétection. Voici la définition du cours que je souhaiterais que vous connaissiez. Pas par cœur, mais que vous soyez quand même capable de m'expliquer ce qu'est la télédétection. Donc c'est l'acquisition à distance d'informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir d'avions, drones et satellites. Donc 2 choses importantes à retenir. On fait une acquisition d'informations à distance. Donc on va utiliser comme outil essentiellement des drones, des satellites ou encore des avions. Et on va capter les images dans différentes longueurs d'onde. Donc vous savez que la lumière est constituée de différentes... la lumière du soleil, donc dans la lumière, vous avez la lumière visible et la lumière invisible. Et la lumière est constituée de différentes couleurs qui sont dans différentes longueurs d'onde. Donc on va détailler ça un petit peu plus loin. Donc ceci illustre simplement le fait qu'on va utiliser soit des drones, soit des avions pour acquérir des images à distance, bien entendu. Alors une question qu'on peut se poser, c'est à quoi va servir la télédétection en agriculture spécifiquement? Eh bien tout simplement, elle peut être utilisée pour identifier des cultures, en vue par exemple de les cartographier. Je vous rappelle par exemple le projet BCGMS. Vous vous souvenez que pour calculer les rendements, eh bien, on doit intégrer dans le module de croissance de la plante, donc dans le modèle de croissance de la plante, des informations sur les cultures et les sols. Donc il faut avoir une cartographie du territoire qui nous indique où sont implantées quelles cultures. Eh bien, cette identification peut se faire par télédétection. Dans le cas du BCGMS, ce n'est pas le cas. On va utiliser les informations qui sont envoyées par les agriculteurs à l'administration, mais on pourrait utiliser des informations de télédétection. On peut aussi, au moyen de la télédétection, réaliser des suivis de culture. En effet, lorsqu'il y a une maladie, un stress quelconque dans une parcelle, les images de télédétection nous permettent d'identifier les zones où il y a des stress et donc éventuellement de venir pallier à ce stress, mais par exemple en apportant des amendements, en irriguant, éventuellement en pulvérisant s'il s'agit d'une maladie. La télédétection peut aussi permettre de prédire les rendements, donc ça en association, je vous l'ai dit, avec, on en a parlé quand on parlait du BCGMS, donc avec un modèle de simulation de croissance des plantes. Donc les informations issues de la télédétection permettent tout simplement d'affiner les résultats obtenus au moyen du modèle. Voilà. Alors la télédétection donc,
associées à des informations de type agronomique et utilisées dans des cycles. Donc les différentes images peuvent être utilisées dans des systèmes d'information géographiques. Donc on peut mettre toutes les informations issues de la télédétection sous forme ou du moins une grande partie sous forme de cartes. Et ensuite, eh bien, on peut utiliser ces cartes, travailler ces cartes, et cet ensemble permet de constituer un outil d'aide à la décision en agriculture. Autre question, qui pourrait avoir besoin de la télédétection? Alors un certain nombre de personnes, entre autres les agriculteurs. Je pense que c'est les premiers qui pourraient être intéressés. Pourquoi? Parce qu'un suivi à distance de leur culture, ou éventuellement, grâce à certaines images, pouvoir identifier des stress avant qu'ils ne soient visibles au sein de leur parcelle ou de leur culture, avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu, c'est vraiment très intéressant. Récemment, nous, on a utilisé des images de drones pour quantifier des dégâts suite au passage de sangliers sur des terres. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui peut se faire. Si vous avez des dégâts, alors ça peut être suite à un passage de sanglier, mais éventuellement dans le cas où vous allez demander des primes suite à une catastrophe style grêle, grosse sécheresse, eh bien on pourrait utiliser en tout cas les images de télédétection pour identifier les surfaces qui ont subi des dégâts. Alors les gouvernements peuvent aussi avoir besoin de la télédétection, pourquoi pas, pour justement évaluer les dégâts suite à une catastrophe climatique, au niveau des cultures toujours, dans le cadre de la politique agricole commune également, dans le cadre de la PAC. On peut aussi faire de la vérification, tiens, est-ce que telle et telle personne a bien emblavé les cultures qui ont été annoncées? Oui, non. Évidemment, les chercheurs, donc la télédétection permet d'augmenter nos connaissances dans un certain nombre de domaines. Les assurances aussi, pourquoi pas. Donc, dans le cadre d'évaluation des dégâts, un assureur pourrait très bien se dire, au lieu de se déplacer dans toutes les fermes en vue d'indemniser suite à une catastrophe, donc je reprendrai l'exemple de la grêle, eh bien, on peut utiliser des images de télédétection pour quantifier l'importance des dégâts et ensuite indemniser les personnes. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire, qui a besoin de la télédétection, donc les gouvernements, les agriculteurs, les chercheurs, les assurances, etc. Il y a peut-être des personnes auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourraient avoir besoin de télédétection. Autre question très importante, c'est comment ça marche, la télédétection? Alors lorsqu'on fait de la télédétection, on va capter la lumière qui provient du sol, avec des capteurs qui sont des capteurs spécialisés. Donc ça, c'est ce qui a bien été dit dans la première vidéo. Donc on va prendre des images multispectrales. Donc à différents... je vais passer tout de suite ici. Donc vous voyez que dans le spectre de la lumière, donc la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. Dans le spectre de la lumière, vous avez une partie visible et vous avez une partie invisible. Donc les rayons X, les rayons UV, partie invisible. Visible, c'est le rouge, le bleu, le noir, tout ce qui est visible à l'œil nu, que notre œil peut percevoir. Et dans l'invisible, vous avez dans les longues longueurs d'onde l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes longues et les ondes électro. D'accord ? Alors si on prend encore le détail de l'infrarouge, dans l'infrarouge proche, et c'est important dans notre cas, vous avez dans l'infrarouge, vous avez l'infrarouge proche, l'infrarouge moyen, l'infrarouge lointain. Donc toutes ces lumières sont caractérisées par une longueur d'onde, d'accord ? Par un spectre. Et dans l'infrarouge, eh bien, on va trouver des capteurs qui vont capter
un type de lumière. Par exemple, uniquement le vert, uniquement le rouge, uniquement l'infrarouge proche, uniquement le bleu. Voilà, donc on va avoir des capteurs qui vont capter uniquement une seule lumière. Et on va généralement équiper notre satellite, notre drone, d'un ensemble de capteurs et on va donc avoir des différentes images dans différents spectres. Alors, au niveau de la plante, vous savez que votre plante, eh bien, elle va être constituée de différents pigments, entre autres la chlorophylle. Alors, votre plante paraît verte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la chlorophylle va capter la couleur rouge, va capter la couleur bleue et va réfléchir la couleur verte. Voilà pourquoi votre plante vous paraît verte. D'accord? Tout ça pour dire... Oui, donc que on peut en fait, en fonction de ce que va réémettre comme couleur la plante, on va pouvoir évaluer son état de développement et également si elle présente certains stress. Alors je vais vous passer 2 vidéos de C'est pas sorcier qui donnent juste des informations sur la notion de lumière. Alors comme vous êtes en train de regarder une vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des doutes, des choses que vous ne comprenez pas, à revenir en arrière, à faire une pause. Vous n'êtes pas non plus obligé de regarder cette vidéo en une fois, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. L'important, c'est que vous ayez tout regardé pour la prochaine séance afin de poser des questions si vous en avez. Voilà, suite aux vidéos, donc vous aurez compris que la lumière est composée de différentes longueurs d'onde. Certaines longueurs d'onde se situent dans le visible, d'autres dans l'invisible. Lorsqu'on s'intéresse à la végétation, à une feuille, eh bien, en général, on va s'intéresser à 3 couleurs dans le visible, le bleu, le rouge et le vert. Et on va également s'intéresser à ce qui se passe dans l'infrarouge et généralement dans l'infrarouge proche. Alors, comment va réagir une plante lorsque vous avez un rayonnement vert, bleu, rouge et de l'infrarouge qui arrive? Alors, voici une image qui représente, donc vous voyez les 4 rayons et vous voyez la structure cellulaire d'une feuille. Donc vous avez l'épiderme supérieur. Donc ça, c'est la fine couche de cellules qui forme la surface de la feuille. Pardon. Ensuite, vous avez la couche supérieure. Donc vous avez l'épiderme supérieur qui est la fine couche de cellules qui forme la surface de la feuille. La couche supérieure qui est le parenchyme palissadique qui est constitué de cellules allongées disposées les unes à côté des autres dans le sens vertical. C'est dans cette couche que se trouve la plupart de la chlorophylle qui va capter l'énergie solaire pour alimenter le processus de la photosynthèse. La couche inférieure, c'est le parenchyme lacuneux, qu'on appelle aussi le parenchyme spongieux. Il est constitué de cellules de forme irrégulière et d'espaces vides qui favorisent la circulation de gaz. Alors vous voyez très très bien qu'au niveau du parenchyme palissadique, qu'est-ce qui se passe? Une grande partie de la lumière bleue et de la lumière rouge est absorbée et une grande partie de la lumière verte est réémise, réfléchie. Donc vous comprenez pourquoi, donc c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, pourquoi la feuille
est de couleur verte. C'est exactement le même principe que le t-shirt bleu dans la vidéo que vous venez de voir. Au niveau du parenchyme lacuneux, vous voyez que ce parenchyme lacuneux va intervenir dans la réflexion du rayonnement infrarouge proche. Qu'en fait, quand l'infrarouge va traverser le parenchyme palissadique et quand il arrive dans le parenchyme lacuneux, une partie du rayonnement va traverser le parenchyme et une autre partie du rayonnement va être réfléchie. Eh bien, sachant cela, on peut réaliser ceci. Donc ce type de graphique, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre en fait la signature spectrale de la végétation. Donc vous voyez en abscisse, ces wavelengths, ce sont les longueurs d'onde avec lesquelles on va travailler. Donc je rappelle qu'on va travailler avec le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge quand on travaille sur la végétation. Et en ordonnée, vous avez la réflectance en pourcentage. Donc c'est le pourcentage de lumière qui va être réfléchi par la plante. Et bien vous voyez que ce pourcentage est particulièrement bas pour la lumière bleue et pour la lumière rouge et plus élevé pour la lumière verte. En ce qui concerne le proche infrarouge, eh bien vous avez environ 50% de la lumière infrarouge qui est réfléchie. Le passage entre la lumière rouge et la lumière infrarouge, cette grande montée comme ça, c'est ce qu'on appelle le red edge. Je sais à titre d'information. Ceci, il faut connaître. Donc il faut bien maîtriser ce graphique-ci et bien le comprendre. Si jamais vous n'avez pas compris, je peux le réexpliquer lors de la prochaine séance, il suffit de le demander. Donc cette signature spectrale, donc ceci, ça c'est vraiment ce qu'on appelle la signature spectrale, elle va être modifiée en cas de stress chez la plante. On va tout d'abord s'interroger sur quels sont les facteurs de stress pour une plante. Je vous invite à prendre 5 minutes pour écrire sur une feuille les différents types de stress qui, à votre sens, que peut rencontrer une plante. Donc je vous invite à écrire ça sur une petite feuille rapidement. Jouez le jeu. Voilà, on corrige. Donc, les stress, on a le manque d'eau, une sécheresse, une carence en nutriments, azote par exemple, phosphore, des concentrations élevées en composés chimiques dangereux qui peuvent provoquer une toxicité chez la plante, une acidité ou une salinité extrême du sol. On rencontre souvent des problèmes de salinité dans les sols quand on a des systèmes d'irrigation avec une eau qui est relativement riche en sel. Et on peut avoir, si l'irrigation n'est pas menée correctement, des accumulations de sel dans le sol, ce qui va indubitablement provoquer un stress chez la plante parce que vous allez avoir des problèmes de pression osmotique. Je suppose que vous avez vu ou que vous verrez la pression osmotique, l'osmose, dans vos cours de chimie et de botanique. Donc, autre stress, des infections fongiques, bactériennes ou virales, des attaques d'insectes ou d'autres organismes sur les parties aériennes ou sur les racines de la plante, des températures extrêmes, que ce soit très froid, le gel, ou très chaud, la chaleur, des asphyxies des racines ou manque de place pour le développement correct des racines. Mais si vous êtes sur un sol qui est régulièrement engorgé en eau, eh bien vous pouvez avoir des problèmes de stress liés à une bonne oxygénation de la plante.
parce que les racines sont tout le temps dans l'eau. Un manque de lumière, des dégâts structurels causés par des conditions météo défavorables, le vent qui va induire une verse, la neige, la glace, la grêle qui peut abîmer les feuilles. Et dernier stress que moi j'ai noté, la compétition avec d'autres plantes pour l'accès à la lumière, aux nutriments, à l'eau ou à l'espace de croissance. Voilà tout un ensemble de stress. Et quand une plante est stressée, donc je vous ai dit, elle va avoir une réaction, elle va avoir une réaction métabolique qui va faire que éventuellement le parenchyme, un des deux parenchymes va se dégrader, elle va moins bien capter la lumière. Alors il y a des symptômes qui sont directement visibles à l'œil nu et qui sont visibles probablement aussi avec des images de télédétection. Et puis parfois, il y a des symptômes qu'on peut d'abord voir avec des images de télédétection, avant qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. Et là, ça devient évidemment fort intéressant pour l'agriculteur parce que ça lui permet de réagir avant qu'il ne puisse réellement voir, lui, en inspectant sa culture, qu'il y a un problème au sein de la parcelle. Alors, quelques petits exemples de stress. Donc, vous voyez ici une coloration des feuilles de soja suite à la présence de rouille. Mais vous imaginez que ici, la signature spectrale de la plante, elle va changer. On n'est plus dans une signature spectrale d'une plante saine telle que je vous ai montré ici, qui réfléchit bien le vert. Vous voyez que maintenant apparaît sur la feuille du rouge. Et ici, on peut comparer avec, ici c'est un champignon qui est sur la feuille. Vous voyez que la signature spectrale aussi ici va être modifiée. Et on ne va pas avoir la même dans le cas du premier exemple que dans le deuxième exemple. Une carence en nutriments, autre observation. Vous voyez par exemple ici, vous avez une feuille de maïs. Vous voyez que les feuilles, non, on voit pas très bien, mais vous pouvez imaginer, les feuilles du dessus de la plante, elles sont encore relativement bien vertes. Mais dans le bas, on voit qu'il y a une chlorose qui commence à apparaître au niveau de la feuille. Ceci est symptomatique d'une carence en azote. Vous voyez à nouveau un changement de couleur. Ici, vous voyez que tout l'ensemble de la feuille ici devient... Ici, la chlorose s'affiche vraiment autour de la nervure centrale. Ici, sur toute la feuille, vous observez un changement de couleur. Donc la feuille est en train de jaunir. Il s'agit d'une carence en manganèse sur une feuille de rosier. Alors, comment identifier les feuilles, les plantes stressées? Donc, petit rappel sur la chlorophylle. Donc, la chlorophylle qui est une composante essentielle du processus de photosynthèse. C'est un pigment qui va absorber l'énergie solaire et produire de l'énergie. Alors, pour que la réaction photosynthétique ait lieu. Évidemment, comme elle absorbe de l'énergie, la chlorophylle a un impact important sur la quantité d'énergie qui sera aussi réfléchie. Vous imaginez que si les cellules qui contiennent la chlorophylle se dégradent, donc mes chloroplastes se dégradent, eh bien vous allez avoir une modification de la signature spectrale. La télédétection va permettre d'estimer directement la quantité de chlorophylle présente dans une plante. Voilà. Alors, je vous fais un petit rappel de la photosynthèse. Je suppose que vous l'avez vu dans le cadre de votre cours de botanique. 6 pages, je vous invite à faire une petite pause sur cette slide et à lire ce qui est noté. Alors ceci par contre, je ne suis pas certaine que vous l'aurez vu en bota, donc on va prendre 5 minutes pour lire la slide ensemble. Donc ce que présente cette slide ici, ce sont les différentes couleurs
qu'une feuille peut avoir en fonction de son état de santé. Donc le vert classique, donc chacun sait que le vert des feuilles provient de la chlorophylle. Celle-ci capte l'énergie de la lumière et la transforme en énergie chimique. C'est en partie grâce à cette chlorophylle que la plante se développe, grandit, fleurit et emmagasine des réserves. Il lui faut de la chaleur et beaucoup de lumière pour être efficace. C'est donc en été que la chlorophylle est la plus active, donc la plus visible. En conséquent, les feuilles nous apparaissent vertes en été. Le jaune, la couleur jaune, elle a pour origine un pigment appelé carotène. Bien que présent dans la feuille en même temps que la chlorophylle, il n'est pas dominant en été, ce qui le rend invisible. Avec l'arrivée de l'automne, on voit apparaître le jaunissement des feuilles. En effet, le raccourcissement des jours associé à une baisse des températures entraîne la disparition de la chlorophylle. Le carotène étant un pigment plus stable, elle n'est pas détruite et la feuille apparaît alors jaune. La couleur rouge, quant à elle, apparaît sur les feuilles en automne. Les anthocyanines issues d'une réaction entre le sucre et certaines protéines contenues dans la sève donnent la couleur rouge. La chlorophylle disparaissant, l'arbre ne considère plus la feuille comme indispensable. Alors un bouchon liégeux se crée à la base du pétiole, donc la sève circule moins bien. Cela entraîne une accumulation de sucre, c'est alors qu'a lieu la réaction sucre-protéine. Le résultat de cette réaction induit une augmentation du pourcentage d'anthocyanines. Les feuilles apparaissent alors rouges. Le brun est produit par la dégradation de la chlorophylle. On a une absorption d'une partie du rayonnement, qui correspond à l'accumulation du produit final de la dégradation in vivo de la chlorophylle, à savoir le catabolite jaune hydrosoluble. Cela indique l'accumulation d'une substance de couleur rouge hydrosoluble dans les feuilles jaunes. Le stade final de la sénescence de la feuille s'accompagne de la désintégration des chromoplastes et d'une oxydation enzymatique des composés phénoliques, conduisant à la formation de pigments bruns, molécules organiques de fort poids moléculaire dont la structure chimique est encore très mal connue. Bref, ceci vous ne devez pas le connaître par cœur, sachez juste, je pensais que c'était intéressant de savoir d'où venaient les différentes couleurs que pouvait avoir une feuille qui était sénescente, du vert au brun. Alors, maintenant que vous avez vu tout ça, je vous invite à dessiner sur un graphique la signature spectrale de cette feuille devenue brune. Ce que je vous propose de faire, donc vous voyez une feuille brune, pas de souci, vous reprenez, pardon, ça c'est pas très pratique, ce graphique-ci. Vous le dessinez, prenez le temps de le dessiner, abscisse ordonnée. Vous voyez la signature spectrale d'une feuille en bonne santé. Eh bien, vous allez superposer à cette signature spectrale la signature spectrale d'une feuille, de la feuille sénescente. D'accord? Donc, prenez le temps de le faire. Je vous laisse 5 minutes.
Bien, je suppose que vous avez terminé. Si jamais vous n'avez pas terminé, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo, éventuellement revenir en arrière pour revoir certaines bases théoriques. Donc, la feuille qui nous intéresse, elle est ici, elle est brune. Alors, comment dessiner cette signature spectrale? Eh bien, on va voir ça en détail. Vous voyez ici 4 feuilles, verte, jaune, rouge et brune. On va détailler la signature spectrale de chacune d'elles et vous pourrez vérifier en regardant la courbe brune, c'est la courbe de la feuille que je vous ai demandé de dessiner. Regardons d'abord la signature spectrale de la feuille verte. Donc on observe bien une réflectance importante dans le vert et une réflectance importante dans le proche infrarouge. NIR, c'est Near Infrared, donc proche infrarouge. B pour blue, G pour green et R pour red. D'accord? Wavelength, longueur d'onde. Donc pour la feuille verte, rien de changé par rapport à ce que je vous ai déjà présenté sur le premier graphique tout à l'heure. Quand la feuille devient jaune, donc vous avez une dégradation de la chlorophylle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez plus de réflectance dans le rouge et dans le vert. Ok? Pas plus dans le bleu. Donc le bleu est toujours absorbé. Et au niveau du proche infrarouge, rien ne change. La feuille est au début de la sénescence, donc au niveau, on commence à avoir une dégradation de la chlorophylle au niveau du parenchyme palissadique, mais au niveau du parenchyme lacuneux, pas encore de grandes modifications. Ensuite, la dégradation des molécules continues et de la structure cellulaire va s'avancer et vous allez obtenir une feuille qui est dans les tons rouges. Eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez plus de réflectance ni dans le bleu ni dans le vert. Par contre, vous allez avoir de la réflectance dans le rouge. Et vous voyez qu'au niveau du proche infrarouge, eh bien, le pourcentage de réflectance a tendance à diminuer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la structure cellulaire est en train de se dégrader, le parenchyme lacuneux est en train de se dégrader, et donc, au lieu d'être la lumière proche infrarouge, au lieu d'être réfléchie en grande partie, va traverser la feuille. D'accord? Et donc, vous avez moins de réflectance dans le proche infrarouge. Quand la feuille est brune, vous voyez qu'on a moins de réflectance dans le rouge que pour la feuille rouge, mais plus que pour la feuille verte. La réflectance dans le vert est relativement faible aussi et ne change pas beaucoup dans le bleu. Par contre, au niveau, donc là on comprend bien pourquoi la feuille est brune, hein, finalement on a un peu les mêmes quantités réfléchies dans le rouge, le vert et le bleu. Par contre, au niveau du parenchyme lacuneux, eh bien on a une forte dégradation du parenchyme lacuneux et donc la réflectance dans le proche infrarouge diminue énormément. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les signatures spectrales de 4 feuilles de 4 couleurs différentes. Ça c'est bien entendu à connaître à l'examen, c'est une question que j'aime bien, c'est voilà, dessinez-moi la signature spectrale d'une feuille saine, d'une feuille sénescente qui est rouge, jaune ou brune. D'accord? Donc ayez quand même une petite idée des pourcentages de réflectance dans le bleu, le rouge et le proche infrarouge pour avoir des graphiques qui sont cohérents. Pour qu'ils soient cohérents, sachez aussi dans quelle gamme de longueur d'onde on doit se trouver. Sinon, votre graphique n'aura pas de sens. Donc ceci, c'est vraiment à bien connaître, à bien maîtriser. Alors on continue avec justement une petite vidéo qui va vous expliquer ce que nous venons de voir.
Donc c'est vraiment un rappel par rapport à ce que nous avons vu. Je vous invite à prendre 5 minutes pour écrire les questions, afin de les avoir sous les yeux au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo. Donc nous en avons 4. Quel est le grand principe de la télédétection? Quelles sont les méthodes utilisées en télédétection? À qui est destinée la télédétection? Il manque un point d'interrogation. À quoi peut servir la télédétection dans le contexte du changement climatique? Donc notez ceci et ensuite je vais mettre en route la vidéo. Le grand principe en gros de la télédétection de l'état des couverts, des cultures, donc c'est d'enregistrer à partir de satellites, éventuellement ça peut être des avions également, les signaux qui sont réfléchis par la végétation et de les interpréter en termes de caractéristiques des couverts, comme par exemple la surface des feuilles ou le contenu en chlorophylle, qui permettent ensuite de fournir des informations pour aider les agriculteurs à prendre des décisions sur, par exemple, la quantité d'azote à apporter à un moment donné. Donc au début, on a essayé de relier d'une manière statistique le signal mesuré par les satellites avec les caractéristiques que l'on peut mesurer au niveau du sol des cultures. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même un grand nombre de facteurs qui perturbaient ces relations, enfin, qu'il fallait prendre en compte pour bien décrire ces relations. Et donc on est passé assez rapidement à utiliser des modèles physiques qui décrivent donc en gros le transfert du rayonnement du soleil dans l'atmosphère et dans la végétation, et qui permettent de prendre en compte explicitement tout un tas de facteurs comme la géométrie d'éclairement, la position du soleil par exemple, la géométrie de visée, les différentes longueurs d'onde, le type de sol, la couleur du sol. Voilà, donc on a développé ces modèles et puis ensuite on s'est intéressé à inverser ces modèles, parce que ces modèles en fait partent d'une description explicite de la structure du couvert et des conditions de l'observation pour simuler le signal tel qu'il est mesuré par le satellite. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le contraire, c'est-à-dire partir du signal et estimer certaines caractéristiques d'intérêt du couvert. Donc il fallait inverser ces modèles, et donc ça demande d'adapter des techniques d'estimation de variables dans des modèles, des choses comme ça. Si on avait une observation valable, disons toutes les semaines, ça serait vraiment optimal. Alors en fait, on peut avoir maintenant, avec des satellites, en combinant les observations des satellites qui sont en orbite autour de la Terre et ceux qui vont être lancés prochainement, on pourrait avoir quasiment une observation potentielle tous les jours. Mais bon, il y a des jours où il y a des nuages, et des fois les nuages restent un certain temps. Donc il nous faut trouver d'autres moyens. On peut avoir des trous par exemple d'une quinzaine de jours sans observation, donc il nous faut trouver des moyens pour extrapoler un peu dans le temps une observation que l'on a fait un jour J, pour savoir quel aurait été l'état du couvert, disons, à J+15. On n'a pas travaillé uniquement pour l'agriculture, mais on travaille aussi pour, disons, la gestion des paysages, voire la modélisation des grands cycles des éléments comme le carbone ou l'eau par exemple. Ce vers quoi on tend, c'est d'essayer de regrouper l'ensemble des informations nécessaires pour expliquer les processus auxquels on s'intéresse. Donc pour l'agriculture par exemple, comment la production se forme, quelles sont les conséquences sur l'environnement. Donc on essaye d'agréger à la fois des données de télédétection, des données sur le climat, des données sur le sol,
des données sur les techniques culturales quand elles sont disponibles, et puis la connaissance du fonctionnement des couverts végétaux que l'on essaye d'intégrer dans des modèles qui décrivent ce fonctionnement. Donc on essaye d'intégrer par des méthodes qu'on appelle méthodes d'assimilation l'ensemble de ces informations pour aboutir à un diagnostic le plus précis possible de l'état des couverts et faire fonctionner ces modèles qui décrivent donc le fonctionnement du couvert en mode pronostic pour différents scénarios climatiques, du climat futur, disons de la fin de la saison de végétation, prévoir quelles seront les conséquences de telle ou telle action culturelle et donc choisir celle qui optimise au mieux donc, la production et l'environnement. La télédétection, c'est une discipline au croisement de plusieurs autres disciplines, parce que ça allie à la fois la physique qui explique donc les processus du signal que l'on mesure par les satellites, ça allie la connaissance que l'on a sur les couverts, donc de l'agronomie, de l'écophysiologie, et puis des méthodes mathématiques d'interprétation du signal, donc de la mathématique. Voilà, alors la vidéo est un petit peu compliquée. Si jamais il y a des questions auxquelles vous n'avez pas su répondre, je vous invite à repasser éventuellement certains passages de la vidéo afin de pouvoir répondre correctement à chacune des questions posées. Je vais juste ici terminer cette vidéo par la correction des questions. Alors le grand principe de la télédétection, c'est très simple, enregistrer un signal, l'interpréter, et ici dans le cadre de l'utilisation en agronomie, d'aider éventuellement les agriculteurs. Vous avez vu, on a vu dans le cadre de cette première présentation qu'on peut utiliser, d'autres personnes que les agriculteurs peuvent utiliser les images de télédétection. Alors les deux méthodes utilisées dont on parle, c'est les méthodes statistiques et les modèles physiques. Donc les méthodes statistiques, on fait des mesures au niveau du sol, on fait des mesures satellites et on essaye de trouver des relations statistiques entre les deux. Les modèles physiques, on va prendre en compte beaucoup plus de facteurs tels que la géométrie d'éclairement, la position du soleil, on va travailler avec les différentes longueurs d'onde. Et donc, l'idée c'est, on connaît le couvert et on va simuler le signal. Bon, ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est inverser le processus et à partir du signal des satellites, pouvoir faire une description du couvert. Donc vous vous doutez que la démarche est quand même assez compliquée. Il suffit qu'il y ait, comme c'est dit dans la vidéo, des nuages, que le soleil, la façon dont la surface va être éclairée va évidemment aussi influencer le signal qui va être reçu au niveau des capteurs. Donc tout ça complique vraiment la démarche. Donc on fait souvent des corrections aussi au niveau des images avant qu'elles puissent être correctement utilisées. Alors à qui est destinée la télédétection? Ça je ne reviendrai pas là-dessus très très longuement, mais donc, entre autres l'agriculture. Ici on parle dans la vidéo aussi qu'elle s'est utilisée dans le cadre de la gestion des paysages, pour la modélisation des grands cycles des éléments comme le carbone ou l'eau. On en parle aussi dans le cadre d'une utilisation dans le cadre du changement climatique. Vous aurez compris que les utilisations de la télédétection sont vraiment multiples. Alors à quoi peut servir la télédétection dans le contexte du changement climatique? Qu'est-ce qui est dit dans la vidéo? Eh bien, dans le contexte du changement climatique, c'est intéressant quand même de pouvoir voir ce qui va se passer plus tard. Quelles sont les informations plus tard 50 ans, 100 ans, 150 ans. D'accord? Alors, quelles sont les informations dont on a besoin pour évaluer ce qui va se passer au niveau ici de l'agriculture avec le changement climatique d'ici plusieurs dizaines d'années? Eh bien, on a besoin d'images satellites, d'informations sur les sols, d'informations sur le climat, d'informations sur les techniques culturelles, d'informations sur le fonctionnement des couverts végétaux. Toutes ces informations peuvent être agrégées
et on peut les intégrer dans des modèles. C'est ce qu'on appelle une méthode d'assimilation. Je vous ai déjà beaucoup parlé des modèles. Et en les agrégeant dans des modèles, on va pouvoir diagnostiquer précisément l'état découvert. Et ensuite, on peut utiliser ces modèles en mode pronostic. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est dire, tiens, on prend des images, on prend des informations, on regarde ce qui se passe maintenant. Mais si ça fonctionne, on peut aussi utiliser le même type d'informations pour voir ce qui se passe, comment ça va fonctionner, quels seront les couverts et quels seront les états découverts dans plusieurs dizaines d'années. Donc pour ce faire, on va utiliser les modèles en mode pronostic sous différents scénarios de climat. Okay. Est-ce qu'on va avoir une élévation de température de 2 degrés, de 1,5 degré, de 0,5 degré? Ça c'est raté. Et donc ensuite, en faisant tourner nos modèles, on va prévoir les conséquences de telle ou telle action culturelle et on pourra choisir ce qui sera le plus optimal pour les cultures en termes de production et d'environnement. Voilà, donc les images satellites, c'est vraiment un support pour pouvoir, en plus du reste, comme un peu dans le modèle BCGMS, pour étudier l'impact du changement climatique sur nos cultures. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter et à me les poser par mail. J'y répondrai à la prochaine séance.